Dominique Tissier va présenter et introduire avec moi ce moment que nous allons passer ensemble. Quelques mots tout de même, n'est-ce pas, Dominique? Au fond, ce congrès, il faut le dire, est un moment particulier. Alors pour plusieurs raisons. Sophie Delpuech, que vous connaissez tous, est la directrice de ce congrès. Et avec son équipe, n'est-ce pas Dominique, elles ont réussi un tour de force. Mais je pense que mon micro n'est pas branché, non? Si vous m'entendez, merci beaucoup. Tour de force que vous complétez magnifiquement. Vous avez été là à l'heure. Bon, il y a un petit problème d'embouteillage, des choses comme ça, mais la salle est pleine. Bravo, un immense merci. Et puis, vous avez été surtout extraordinairement réactif. Le congrès, on le prépare normalement en plusieurs mois. Et là, il a été préparé en 2 mois et demi, parce que juillet-août, évidemment. Hein. Et vous avez été sur le pont, intervenant, participant. Donc, merci, bravo. Et ce n'est pas des mots vides. On est hyper content de vous accueillir pour ces moments forts d'échange et aussi d'écoute de personnalités marquantes. Dans quelques instants, mais Dominique, il faut revenir aussi sur ce programme, les différentes sessions. Là aussi, il y a des choses à vous dire. Les sessions, certains d'entre vous sont inscrits, mais pas tous. Et c'est important que vous soyez inscrits parce que dans la deuxième partie de la journée, n'est-ce pas Dominique, dans ce moment que nous allons passer ensemble cet après-midi, vous l'aviez souhaité, il y aura ce Lab RH. Et ceux qui ne sont pas inscrits, il faut que vous le fassiez. Vous verrez, il y a encore un élément pratique et d'information sur votre badge. Il y a une case qui indique la session, le numéro de session ou les numéros de session auxquels vous appartenez, auxquels vous serez, auxquels nous allons nous retrouver. Si ce n'est pas le cas, merci de l'indiquer et de le dire assez rapidement à l'équipe et de le mentionner sur votre badge. Un autre élément pratique? Oui, un petit coup de chapeau à nos sponsors, à nos partenaires, notamment à Oracle et HCM, à Coach Hub et à HR Pass, qui sont très présents sur le congrès, qui nous aident beaucoup à plein de niveaux. Et puis vous dire aussi que l'animation que Philippe évoque va être faite à 2 niveaux. Et c'est ce que vous nous demandez. Nous savons que vous aimez les grandes plénières, les présentations, vous les aimez. Mais en même temps, vous aimez échanger entre vous, bénéficier de l'expérience des autres et faire part de la vôtre. Et c'est ce que nous ferons donc à 2 reprises. Pour commencer, après chaque session, il y aura un temps où les intervenants descendent dans la salle avec une des grandes tables rondes dans chaque salle là-haut pour échanger avec vous. Donc un échange, j'allais dire privé ou en petit cercle, avec les intervenants de chaque table ronde. Et ensuite, le HR Lab. Parlons-nous, c'est aussi un début d'interactivité. Parlons-nous, hein, c'est cette idée-là. Oui, c'est clair. Lorsque l'on se retrouvera autour des tables rondes en fin de matinée, et puis ensuite, dans l'après-midi, le fameux Lab RH, dans cet espace, là où nous sommes, après le déjeuner. Tu veux en dire un mot de plus RH, sur le Lab, qui sera animé entre autres par l'équipe de Positron, qui est cet organisme entre autres que dirige le professeur Yona Boniwell, qui est parmi nous et que nous saluons, avec Justine Chaban, son associée. Elle est, Yona, professeure en psychologie positive, entre autres à East London University, et son associée Justine Chaban est psychologue du travail. Voilà, il s'agira d'évoquer évidemment avec elle un certain nombre de sujets qui seront les sujets de nos sessions du matin. Et puis, je suis persuadé que vous aimez la musique. D'ailleurs, quand on s'intéresse à nos activités les uns les autres, on essaie de trouver un rythme. Il y a une surprise, n'est-ce pas, qui est prévue, ça ne vous a pas échappé. Un piano à queue à l'entrée vous a accueilli. Il est devant nous, derrière vous, et ce piano va s'ouvrir tout à l'heure. On pourra découvrir, entre autres, les mélodies de cette virtuose, n'est-ce pas? Alors, on n'en dit pas plus parce que c'est une surprise, un récital à venir. Le récital, c'est pas tout de suite, mais la magie des mots, elle est ici sur la scène avec tes 2 invités. Merci Philippe. Donc Antoine Frérot, président directeur général de Veolia, et André Comte-Sponville, immense philosophe, homme de référence dans le domaine. On n'est plus que ravis de vous accueillir et puis peut-être à certains moments de vous permettre d'échanger entre vous et beaucoup avec la salle. Donc peut-être Fabrice, toi qui incarne Philosophie Magazine, je te laisse présenter André Comte-Sponville et je présenterai Antoine Frérot. Merci. Pardon ? Oui. Merci, oui, c'est mieux. Merci, bienvenue à tous. C'est toujours
une émotion et un retour aux sources pour moi. J'essaie de ne jamais rater une intervention d'André Comte-Sponville avec Philonomiste. C'est le philosophe qui m'a fait découvrir la philosophie. Et sur le thème d'aujourd'hui, il a écrit ce livre un peu de référence que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà lu, Le capitalisme est-il moral, qui lui-même d'ailleurs issu d'une série de conférences. Mais André Comte-Sponville est un philosophe matérialiste. Donc, toutes ces interventions, que ce soit en entreprise, dans le monde politique, etc., sont construites sur un socle extrêmement constant dans toute son œuvre, avec des penseurs qui l'accompagnent, longtemps Spinoza, mais de plus en plus aussi Montaigne. Voilà, vous aurez l'occasion, si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque, de découvrir aussi un livre qui est un petit chef-d'œuvre en soi, qui est le dictionnaire philosophique que je vois ici, qu'il vient d'actualiser, voilà, qui est un petit peu en soi un livre modeste, en réalité un sommet, parce que la définition, c'est ce qui est le plus difficile en philosophie. Et justement, on va essayer aujourd'hui de définir cette question du sens, qui revient tellement souvent, notamment aujourd'hui, quand il y a une crise de sens en entreprise, et qui est si difficile à définir, le mot sens. Justement, quel est son sens, quel rapport entre tout cela et la morale. Voilà le thème du débat d'aujourd'hui, et je te laisse présenter. Merci beaucoup. Antoine Frérot, vous êtes né près de Fontainebleau en 1958. On l'évoquait tout à l'heure tous les deux, vous avez des racines, mais j'irai bien au-delà. On peut tous les jours imaginer, quand on parle de la morale et du capitalisme, qu'il y a une suspicion de greenwashing, et vous l'avez tous en tête. Hein, on fait ce qu'il faut, on fait des plaquettes, etc. Et puis la réalité est ce qu'elle est. Eh bien, vous avez des racines profondes dans le développement durable. Vous faites des études évidemment brillantes, 77, XPON, mais après vous faites un doctorat dans un labo sur l'environnement et sur l'eau. On se disait, mais combien de dirigeants aujourd'hui ont des racines de recherche par rapport au domaine qu'ils traitent et qui leur donnent de la profondeur? Ça, je crois que c'est quelque chose par lequel j'aimerais vraiment commencer. Vous faites différents postes, je ne vais pas tous les énumérer, mais très rapidement, vous arrivez en 2010 en tant que DG de Veolia pour 2009 et président du conseil d'administration en 2010. Et là, vous réorganisez le groupe, donc vous êtes un businessman. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des plans dans le vide. Vous vous dégagez partiellement du service public pour aller chercher des clients privés, vous allez chercher des marchés à forte valeur ajoutée, vous vous désengagez de certaines activités, vous limitez le nombre de pays, bref, vous mettez de l'ordre, quoi. Vous mettez de l'ordre dans le groupe Veolia pour retrouver une croissance profitable. 2014, à la différence de certains de vos homologues, c'est un peu triste, mais c'est la réalité, vous êtes reconduit, et puis en 2018, vous êtes à nouveau reconduit. Et on sent tout de suite, là, par exemple, en 2014, vous intervenez sur l'économie circulaire dans un certain nombre de sommets sur le climat. Après, vous commencez à publier sur l'entreprise post-RSE. Là, il y a un signal de quelque chose. L'entreprise post-RSE. Voilà, ça, on va bien sûr le continuer, le prolonger. Et puis, il y a l'affaire du rachat de Suez. Veolia en rêve depuis des années, je suis sûr, des dizaines d'années. Vous allez le faire, ça ne sera pas sans quelques petites rugosités qu'on évoquera tout à l'heure dans les entretiens. Et puis très récemment, là, le 16 novembre, vous co-signez une, je ne sais pas quel nom donner, une tribune, voilà, une tribune dans Le Monde sur la directive européenne pour les informations extra-financières, puisqu'évidemment, le reporting extra-financier, c'est un sujet clé. Il y a au minimum 5 méthodes qui sont aujourd'hui en cours d'examen, travaillées, etc., genre CARE et d'autres. Et effectivement, c'est un des sujets que nous aurons à travailler et que vous, en tant que DRH, vous aurez à travailler dans les années qui viennent, c'est évident. On va peut-être commencer par André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, est-ce qu'on peut tuer tout de suite le sujet, quoi, hein, le capitalisme, il est ni immoral, ni moral.
Alors, c'est une façon de tuer le sujet et en même temps de commencer. Donc, d'abord, bonjour à tous. J'en ai fait publier un livre sur la question. Le titre, c'est « Le capitalisme est-il moral ?» Je n'ai pas le temps de reprendre l'analyse qui est très claire, mais qui me demanderait au moins 1 heure. Donc, j'en viens immédiatement à la conclusion. Le titre, c'est une question. Le capitalisme est-il moral? La réponse, la conclusion, c'est non. Non, le capitalisme n'est pas moral. Non pas au sens où il serait immoral, mais au sens où il est foncièrement amoral. Amoral en donnant au préfixe « a » son sens purement privatif. J'entends par là que la morale est sans pertinence aucune pour décrire ou pour expliquer quelque processus économique que ce soit. Et c'est une chose, cette amoralité foncière du capitalisme, c'est une chose que nos concitoyens souvent ont du mal à comprendre. Parce que pour la plupart de nos concitoyens, soit c'est moral, soit c'est immoral. Et moi, s'agissant du capitalisme, je plaide pour son amoralité. Un exemple pour illustrer à la fois cette amoralité et l'incompréhension de nos concitoyens. Un exemple pittoresque, mais qui m'avait à la fois amusé et frappé. Souvenez-vous de la renonciation du pape Benoît XVI, qui annonce qu'il n'a plus les forces pour être pape, qui en gros démissionne, ce qu'on appelle la renonciation. Et donc tout le monde sait bien qu'il va y avoir un nouveau conclave, une réunion des cardinaux pour élire un nouveau pape. Et on en connaissait la date à 8 ou 10 jours près. Immédiatement, pendant la période prévue pour le conclave, le prix des chambres d'hôtel à Rome augmente très sensiblement. Et j'ai vu des dizaines de réactions indignées, y compris dans la presse prétendument sérieuse, disant en substance « Non mais t'as vu les salauds, ils profitent du conclave pour augmenter le prix des chambres d'hôtel. » Bah oui, du con, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Dès lors qu'il est exclu que le nombre de chambres d'hôtel augmente très sensiblement en 15 jours et qu'il est certain que la demande, elle, va augmenter très sensiblement, il est tout à fait normal, rationnel, inévitable que le prix des chambres augmente. Personne ne le décide, la loi de l'offre et de la demande ne relève pas d'une décision personnelle, elle relève d'une rationalité économique immanente. Ça n'empêche pas que tel ou tel hôtelier romain se dise au contraire, non, moi pas du tout, je ne veux pas augmenter mes chambres, et même au contraire, je vais faire une ristourne pour tous les pèlerins. La morale peut agir sur l'individu, bien sûr, mais si vous comptez sur la moralité de tel ou tel hôtelier romain pour abolir ou même pour modifier la loi de l'offre et de la demande, vous n'avez rien compris à l'économie. Donc, 1, le capitalisme est foncièrement amoral. 2, maintenant, s'agissant de l'entreprise. Alors, pourquoi est-ce que le capitalisme est amoral? Parce que pour pouvoir être moral ou immoral, il faut être un être humain. Si nos études théologiques n'avaient pas connu le déclin que nous savons et que, quoiqu'athée, je déplore pour ma part, à la question « le capitalisme est-il moral ?», tout le monde comprendrait que la réponse est forcément non. Qu'il n'est pas pour autant immoral, mais qu'il est amoral. Pourquoi? Parce que tous les théologiens savent que pour être moral ou immoral, il faut avoir une âme. Or, Dieu, dans sa sagesse, a donné une âme à quelques 7 milliards d'êtres humains actuellement, mais personne n'a jamais dit qu'il avait donné une âme au capitalisme. Alors, dans mon langage d'athée, de matérialiste, je dirais, pour pouvoir être moral ou immoral, il faut avoir un cerveau humain en état de marche. Alors, si on me montrait le cerveau du capitalisme, je consentirais à m'interroger sur sa moralité. Mais comme je sais bien qu'il n'y a pas de cerveau du capitalisme, la question de sa moralité ou de son immoralité ne se pose pas, ou plutôt la seule réponse est qu'il n'est ni moral ni immoral, il est foncièrement amoral. Eh bien, le même argument vaut en partie pour l'entreprise. Si on me montrait le cerveau de Veolia, je consentirais à m'interroger sur la moralité ou l'immoralité de Veolia. Si Dieu avait donné une âme à Veolia, je m'interrogerais sur sa moralité ou sur son immoralité. Mais dès lors que Veolia n'est pas un être humain, autrement dit, n'est pas une personne physique, mais ce qu'on appelle en droit une personne morale, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une personne morale? C'est quelque chose qui n'est pas une personne, et 2, qui n'a pas de morale. Et c'est précisément parce qu'une entreprise n'est pas un être humain qu'on ne peut pas s'interroger valablement sur sa moralité ou sur son immoralité. Souvent, j'illustre la chose en prenant un exemple un peu décalé, mais à peine. Que penseriez-vous d'un salarié de Veolia qui vous dirait «
Je suis content de travailler chez Veolia parce que Veolia m'aime. Vous diriez, attends, là, je crois que tu n'as pas bien compris. Il y a peut-être des gens chez Veolia qui t'aiment. Peut-être que Antoine Frérot t'aime beaucoup, ça c'est possible. Mais que Veolia, comme personne morale, t'aime, ça c'est exclu. Parce qu'une personne morale, ça n'a pas de morale, ça n'a pas de sentiment. Et je conclus bien sûr dans mon livre sur le capitalisme est-il moral. C'est précisément parce que l'entreprise n'a pas de morale que les individus qui y travaillent, et spécialement qui la dirigent, se doivent d'en avoir une. Autrement dit, mon livre a été écrit pour renvoyer les dirigeants d'entreprise à leurs responsabilités personnelles, parce qu'il n'y a de responsabilité que personnelle, enfin de responsabilité morale. Parce que Veolia, en tant que personne morale, au sens juridique du terme, a bien une responsabilité pénale. Elle a des obligations, il y a des sanctions possibles. On peut tout à fait condamner Veolia en justice, voyez, mais ne confondons pas le droit et la morale. Voyez. Et donc, voilà, moi, ce que je rappelais, c'est que la morale est à la charge des individus. Donc, ça ne veut pas dire que la morale n'a pas sa place dans l'entreprise. Au contraire, je peux vous dire à tous exactement quelle est la place de la morale dans votre entreprise. La place de la morale dans votre entreprise, c'est exactement votre place. Parce qu'il n'y a de morale que pour et par les individus, et je dirais même il n'y a de morale qu'à la première personne. La morale n'est légitime qu'à la première personne. Quand on parle de morale au nom des autres, c'est plus de la morale, c'est du moralisme. Et donc la conclusion de mon livre, elle est double. Je disais aux chefs d'entreprise, puisque c'était des conférences qui s'adressaient d'abord à des chefs d'entreprise, je leur disais, 1, ne comptez pas sur le marché pour être moral à votre place. 2, ne comptez pas non plus sur votre entreprise pour être moral à votre place. En même temps, ça ouvre le débat, parce que dès lors que le capitalisme est amoral et dès lors que les entreprises ne peuvent pas avoir de morale, faute d'être un être humain, la morale est à la charge des individus, oui. Mais si on compte sur la morale pour sauver la planète, on a de gros soucis à se faire. Voilà. Parce que nous avons besoin d'un certain nombre de contraintes collectives. Et là, on quitte le domaine de la morale pour rentrer dans celui de la politique. Et donc la question, le capitalisme est-il moral, je termine là, débouche sur une dernière question. Peut-on moraliser le capitalisme? Ma réponse, c'est tout dépend en quel sens on prend la question. Parce que si on entend par moraliser le capitalisme le fait de le rendre intrinsèquement moral, intrinsèquement vertueux, si bien que les gens n'y seraient plus mus par l'intérêt personnel ou familial, mais par la vertu, la générosité ou le désintéressement, si c'est ça, moraliser le capitalisme, c'est une pure illusion, c'est un vœu pieux qui nous mènerait, si on le prenait au sérieux, à l'impuissance. Si en revanche, on entend par moraliser le capitalisme, non pas le fait de le rendre intrinsèquement vertueux, mais le fait de lui imposer de l'extérieur un certain nombre de limites non marchandes et non marchandables, qui relèvent notamment du droit et de la politique, donc de nous tous, mais en tant que citoyens. Oui, parce que non seulement Veolia n'est pas une personne morale, mais Veolia n'est pas non plus un citoyen. Eh oui, c'est intéressant comme question. C'est qu'il y a en France quelques 68 millions de citoyens. Aucune entreprise n'en fait partie. Et donc, il faut bien comprendre que les entreprises sont évidemment nécessaires pour créer de la richesse, mais qu'on doit imposer de l'extérieur un certain nombre de contraintes au travail de l'entreprise. Et puisque la morale n'y suffit pas, on a besoin de contraintes politiques et juridiques. Autrement dit, si moraliser le capitalisme, c'est ça, imposer de l'extérieur des limites non marchandes et non marchandables au fonctionnement amoral du marché, alors non seulement on peut le faire, non seulement on doit le faire, mais on le fait depuis au bas mot 150 ans. Quand on interdit le travail des enfants, on moralise le capitalisme. Quand on interdit les abus de position dominante, on moralise le capitalisme. Quand on garantit les libertés syndicales, on moralise le capitalisme. Quand on crée une loi Pax, on entreprend de moraliser, peut-être, on y reviendra, la question du capitalisme. Mon interrogation, et je m'arrête là-dessus, c'est que je me demande dans quelle mesure est-ce qu'une loi peut gouverner notre volonté. Dans quelle mesure est-ce que la finalité d'une entreprise, et c'est une question que je poserai volontiers à M. Frérot, relève de la volonté du législateur, ou bien de la volonté de l'actionnaire, ou de ceux qui dirigent l'entreprise? Je vois qu'Antoine Frérot brûle d'envie de vous répondre, et le but de cette table ronde, c'est bien de créer le dialogue entre vous. J'aimerais vous proposer de faire un tout petit détour avant, pour tout de même parler de l'entreprise de demain,
qu'on soit tous sur la même page. Donc dans l'entreprise de demain, Antoine Frérot, avec son co-auteur Rodolphe Durand, présente finalement une troisième voie, un nouveau récit, mais qui s'appuie sur les deux précédents. Quels sont les deux précédents? Premier précédent, le capitalisme financier à visée de profit. Et donc là, on a tout ce que vous connaissez, l'EBITDA, le free cash flow, et pour Veolia, par exemple, le ROCI, le rendement des capitaux investis, etc. Donc voilà, et vous avez cette belle formule, il faut savoir tempérer les excès de la finance impatiente. Magnifique formule, vous visez bien sûr les actionnaires activistes, mais pas que. Vous visez la durée, finalement, la capacité à durer dans la durée. Et il est évident que cet ordre-là, André Comte-Sponville, c'est l'ordre de base, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, on fait des choses, on est un peu technique quelque part. Et puis, vous évoquez le deuxième capitalisme possible, qui est celui des parties prenantes. Parties prenantes, on connaît tous dans la salle. La loi NRE date de 2001, si ma mémoire est bonne. La loi Pacte, on arrive presque 20 ans plus tard. Donc voilà, ça fait quand même un moment qu'on parle de l'impact social et environnemental de l'activité, en complément, évidemment, de la question purement économique. Et là, vous dites, attention, le capitalisme des parties prenantes, c'est bien, et bien évidemment, Veolia s'y inscrit, mais en même temps, c'est aussi limité. Et il va falloir faire un petit peu mieux. Vous avez même des formules un petit peu choc, en disant, finalement, c'est pas assez précis, c'est un petit peu confus. Je vais me permettre de vous citer rapidement là-dessus, quand même. Ce qui manque aux parties prenantes, c'est la précision. Et le capitalisme des parties prenantes, vous citez Eugène Fama, prix Nobel d'économie 2013. Il n'existe pas de capitalisme des parties prenantes, il est indéfini et inefficace. Et bing, quand même, là, on y va. On y va dans la loi RSE, dans la loi Pacte. On voit bien que la loi Pacte, elle ne vous satisfait pas complètement. Vous faites du tri à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que finalement ce nouveau récit pour vous, et en quoi ça vient prolonger, dépasser les deux précédents? Bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Ce livre, il propose, je vais dire, une vision rénovée de l'entreprise. Des visions du capitalisme, on en a connu depuis 150 ans, de la vision, on va dire, au départ patrimoniale, lorsque les chefs d'entreprise ont créé leurs entreprises, puis 50 ans plus tard, lorsqu'ils ont passé la main, ils ont une vision managériale des professionnels du management pour la tête des entreprises, technico-managériale même, apparaît la Première Guerre mondiale, et puis dans les années 70, parce que cette vision s'épuisait également, on a connu cette vision actionnariale ou financière dont le pape était Milton Friedman. Cette vision, à son tour, effectivement, elle s'épuise. Elle s'épuise parce que elle a certainement eu des mérites, elle a eu son efficacité, mais elle conduit progressivement à éloigner les citoyens et les populations de l'intérêt des entreprises et du capitalisme. Et lorsqu'on demandait, il y a encore quelques années aux Français, à qui, selon vous, servent les entreprises, au lieu de répondre à l'ensemble de la population, ils répondaient à quelques-uns. En gros, les actionnaires et les patrons. Et de fil en aiguille, si on laisse perdurer cette idée, en plus erronée, illusoire, mais si on la laisse perdurer, je pense que c'est bien le système économique de l'économie de marché et donc du capitalisme qui serait en péril. En fait, les entreprises servent à beaucoup plus de gens que cela. Le capitalisme a amené la prospérité à une grande partie du peuple qui l'ont adopté. Et c'est parce qu'une entreprise est utile, et utile à beaucoup, qu'elle est prospère. Et pas l'inverse. Or, Friedman, vous le savez, avait dit c'est parce qu'elle est prospère qu'elle est utile. Et à qui elle est utile, cette entreprise? Chaque entreprise, à tous ceux qui s'engagent avec elle, tout simplement. Et elle apporte la prospérité à tous ceux qui s'engagent avec elle, bien évidemment les actionnaires, mais aussi les salariés, les clients, les fournisseurs, les territoires dans lesquels elle s'implante. Et pour celles des entreprises qui ont suffisamment de générosité pour
ou les créateurs des entreprises qui ont suffisamment de générosité pour transmettre sans manger eux-mêmes ce qu'ils ont produit, les entreprises servent également les générations futures, puisqu'une grande entreprise a été petite et pour devenir grande, elle a transcendé les générations. Bref, une entreprise, c'est utile à beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on imagine ou qu'on perçoit pour pas mal de nos citoyens, de nos concitoyens. Et c'est parce qu'elle est utile à beaucoup de gens que sa performance doit être mesurée à cette aune-là. Cette performance, elle est, sinon multiple, ou plurielle. Et qu'elle ne se mesure pas seulement en indicateurs actionnariaux, en niveau de profit. Elle se mesure sur d'autres indicateurs qui mesurent l'utilité, voire la prospérité qu'elle a apportée à ces différentes parties prenantes. Et la vision qui est défendue dans ce livre, c'est une vision qui vise à remettre en scène cette utilité plurielle de l'entreprise. Non pas d'ailleurs parce qu'elle n'existe pas, parce que quelle entreprise ne s'occupe pas de ses clients? Quelle entreprise ne s'occupe pas de ses salariés ou de ses syndicats ou de ses fournisseurs même? Bon, aucune entreprise ne s'occupe que de ses actionnaires ou de ses patrons. Mais la vision actionnariale, celle de Friedman, celle qui a été enseignée dans toutes les écoles de management depuis 30 ans, a fait l'impasse là-dessus. Et les chefs d'entreprise n'osent plus apporter la preuve de l'utilité plurielle et multiple. Et ce livre vise à le reproposer, d'abord en disant qu'il y va là de l'avenir du capitalisme et des entreprises, pour que nos systèmes politiques soutiennent cette politique économique ou ce mode de l'économie. Il faut que les populations le soutiennent. Pour qu'ils le soutiennent, il faut qu'ils aient conscience qu'il leur est utile ou plus utile que d'autres, et que donc il faut apporter ces éléments de preuve. Et le livre se poursuit sur toutes des propositions pour apporter ces éléments de preuve d'une performance à plusieurs dimensions. Parfois aussi, ces dimensions sont contradictoires, donc il s'agit d'arbitrer entre elles et d'arbitrer à chaque moment, parce que les arbitrages peuvent être différents en fonction des contextes et des moments, donc propose que cette pluralité d'objectifs se reflète également dans la manière dont elle est dirigée, l'entreprise, et notamment au niveau du conseil d'administration, parce que dès lors que les objectifs sont pluriels, il ne serait pas indifférent que le mode de direction reflète cette pluralité également. Voilà, en gros, et tout ça pour dire que tout ceci n'a rien à voir avec la morale, ni de près ni de loin. Ceci a à voir avec l'efficacité. L'efficacité de notre système économique, qui est celui du capitalisme, et il est efficace parce qu'il est utile à beaucoup de gens, parce qu'il apporte la prospérité à beaucoup de gens, et pas à quelques-uns, à condition d'abord de bien veiller à ne pas oublier la plupart de ces parties prenantes qui s'impliquent et qui s'engagent dans l'entreprise. Tout le monde s'engage dans l'entreprise, dans ceux que j'ai cités. Tout le monde prend un risque. Un employé, il prend un risque de perdre son travail, un fournisseur de ne pas être payé, un client de se faire refiler de la camelote. Tout le monde prend un risque. Et puis, il y en a qui prennent des risques, peut-être un peu plus importants ou différents, les actionnaires. Mais comme tout le monde prend un risque, tout le monde attend un retour, un intérêt. Et si l'entreprise oublie un certain nombre, ou pendant trop longtemps, un certain nombre de ses intérêts, ces gens-là s'éloigneront d'elle et elle sera en danger et un jour en péril. Tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet-là, mais on va revenir avec André Comte-Sponville. Moi, j'aimerais évoquer un souvenir commun avec vous. Nous n'avons pas beaucoup de souvenirs communs, je vous rassure, mais en 2001, vous faites une conférence à l'APM, des centaines de chefs d'entreprise à Deauville, dans un amphithéâtre. Et là, vous parlez à la fois du tragique, on est sur le changement. Christian Blanc vient de parler d'Air France, etc. Et vous concluez sur le tragique et sur les vertus. Vous venez d'écrire quelques années avant le Petit traité des grandes vertus, qui est un livre immense. Vous concluez là-dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une standing ovation. Une standing ovation de plusieurs minutes, parce que vous dites à des dirigeants d'entreprise, c'est quand même super d'avoir une éthique et regardez à quoi ça peut ressembler. Donc quand même, est-ce qu'on n'a pas au centre la volonté de quelqu'un d'aller vers quelque chose de mieux, la morale, le bien et le mal, l'éthique, le bon et le moins bon, très bien, mais y a-t-il pas une volonté d'aller vers quelque chose de mieux et de plus qui est indispensable? Sinon, on va faire des plaquettes, se conformer et agréer aux comptabilités nouvelles sur le bilan carbone, etc. Non, parce que d'abord, comme l'a très bien dit Antoine Frérot, tout ce qu'il a évoqué, les parties prenantes, l'utilité globale de l'entreprise,
ça n'a rien à voir avec la morale. Et de ce point de vue, contrairement à ce à quoi s'attend toujours mon ami Fabrice Guerchel, qu'on va s'opposer, on est d'accord, on est d'accord. La RSE, c'est l'intérêt de l'entreprise. Voilà. Imaginez une entreprise de chimie, ce n'est pas seulement du greenwashing, c'est que vu les moyens d'information aujourd'hui, si je prends Solvay, chez qui j'ai fait une conférence, s'ils n'ont pas une politique de respect de l'environnement qui va très au-delà de la com, mais qui est inscrite dans leur travail effectif, leurs clients vont faire la gueule, voire se détourner d'eux, les actionnaires risquent de foutre le camp, et puis surtout, comment voulez-vous recruter les meilleurs des jeunes chimistes qui sortent des écoles ces temps-ci, qui sont légitimement très exigeants en matière de développement durable, si vous n'avez pas une politique de RSE, en l'occurrence, rigoureuse. Mais dès lors que c'est l'intérêt de l'entreprise, ça ne relève pas de la morale, ça relève du marché. Parce que Antoine Frérot a évidemment raison. Une entreprise qui ne satisfait pas les intérêts de ses clients, elle meurt. Elle ne satisfait pas les intérêts de ses salariés, elle meurt. Elle ne satisfait pas les intérêts de ses fournisseurs, elle meurt. Et donc, il s'agit d'assurer ce que j'appelle une convergence objective d'intérêts entre les différentes parties prenantes, comme on dit, les clients, les salariés, les actionnaires, les fournisseurs, ce que j'appelle une solidarité, par différence avec la générosité. La générosité, c'est la vertu du don désintéressé. La solidarité, elle n'est jamais désintéressée puisque c'est une convergence d'intérêts. Et je dis souvent, là encore, chez l'entreprise, si vous comptez sur la générosité de vos clients, vous êtes mort. Si vous comptez sur la générosité de vos actionnaires, vous êtes mort. Si vous comptez sur la générosité de vos fournisseurs, vous êtes mort. Si vous comptez sur la générosité de vos salariés, vous êtes mort. Si vous comptez leurs intérêts aux uns et aux autres, mais à tous, alors vous avez de bonnes chances de vous en sortir victorieusement, à condition de savoir bâtir et développer dans la durée, entre ces 4 catégories, les clients, les salariés, les actionnaires, les fournisseurs, des convergences objectives d'intérêt, c'est-à-dire des solidarités. À quoi il faut ajouter maintenant, et de façon de plus en plus cruciale, l'intérêt de l'humanité, l'intérêt de la planète, puisque ce qui se joue autour du développement durable et du dérèglement climatique, c'est en gros la survie de l'humanité. Mais on est toujours dans une logique d'intérêt. Ça n'a rien à voir avec la morale. Mais sauf qu'Antoine Frérot, c'est pas Veolia. Moi, je suis pas assis à côté de Veolia. Je n'ai pas salué Veolia tout à l'heure. J'ai salué un être humain avec un cerveau humain en état de marche, une âme peut-être. Et donc, j'espère bien que pour lui, au moins. J'espère bien que pour lui, la morale, c'est très important. Alors d'où la standing ovation que j'avais oubliée, c'est qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne. L'entreprise, elle est dans une logique d'intérêt, elle poursuit des objectifs, pas seulement financiers, mais notamment financiers. Il faudra quand même qu'on arrête maintenant, je ne dis pas ça pour Antoine Frérot, mais de reprocher à nos entreprises de faire du profit, et en gros de créer de la richesse. La France est l'un des rares pays où quand une entreprise fait d'énormes profits, comme on dit avec de l'effroi dans les yeux, la moitié de la population, pensant au patron, se dit celui-là quand même quel salaud. Dans la plupart des pays du monde, quand une entreprise fait d'énormes profits, les gens se disent le patron, chapeau, il a bien fait son boulot. Parce que créer de la richesse, c'est la seule façon de faire reculer la pauvreté. Créer de la richesse, c'est la seule façon d'avoir une société qui fonctionne valablement. Moi, j'étais prof, fonctionnaire pendant 24 ans, c'est-à-dire quoi? Payé par l'État. Oui, mais en gros, payé par la valeur ajoutée prélevée par l'État, mais créée par des entreprises. Et donc, nous avons tous besoin d'entreprises qui créent de la richesse. Mais c'est vrai, créer de la richesse, le profit, ça n'est pas la seule finalité de l'entreprise. Ça n'est même pas toujours sa finalité dominante. Ça dépend notamment de ceux qui la dirigent, ça dépend de la volonté des actionnaires. Mais donc voilà, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. D'un côté, il y a une entreprise dont je dis dans mon livre, elle n'a pas de morale, elle a des objectifs et un bilan, y compris des objectifs du côté de la RSE, y compris des objectifs du côté de l'utilité sociale ou planétaire globale. Il y a l'entreprise qui a une logique d'intérêt et il y a vous et moi qui sommes des individus. Et mon boulot de philosophe, c'est de vous rappeler que vous êtes des individus. Voilà. Vous n'êtes pas votre entreprise, vous êtes des individus. Et donc, vous avez besoin aussi d'une morale. Mais comme collectivement, on sait que la morale a très peu de puissance, nous avons besoin aussi de politique, de droit. Autrement dit, je vous rappelle 2 choses. 1, vous êtes des individus soumis comme tels aux exigences de la morale. 2, vous êtes des citoyens soumis comme tels aux exigences collectives de la politique. Eh bien, une entreprise, 1, ça n'a pas de morale, 2, ça n'a pas de citoyens.
ça n'est pas un citoyen. Mais nous avons une morale, nous sommes des citoyens. Et donc l'essentiel, et je ne dis pas ça contre l'entreprise, moi, je ne fais pas de la philosophie pour l'entreprise, ça n'a pas de sens. La philosophie, ça ne vaut que pour les individus. Voilà. Et donc mon discours tient en 2 mots. N'oubliez pas que vous êtes des êtres humains, et donc vous avez un cœur, une morale, une âme, peu importe le mot. N'oubliez pas que vous êtes des citoyens. Et ne comptez pas sur votre entreprise pour être morale ou citoyenne à votre place. Pourtant, une entreprise, c'est un objet politique. Et tout à l'heure, André Comte-Sponville a évoqué l'idée, même la nécessité, de contraintes formulées par le niveau politique pour cadrer l'action économique. On va y revenir. Et dans un de ses premiers livres, il avait utilisé ce terme primat de l'économie, mais primauté du politique. Bien évidemment, le capitalisme, c'est un système de politique économique. Bon. Et donc, c'est un choix. Il y a d'autres pays qui avaient fait d'autres choix. Bon. Et ça peut encore arriver. Et donc, effectivement, c'est le politique qui cadre les règles du jeu du capitalisme. Est-ce à dire, toutefois, comme il l'a dit, que le politique moralise le capitalisme? Non. Le politique, il a choisi un système économique, le capitalisme, et il cherche à le faire le plus efficace possible. Ces règles-là, elles servent à ce que l'équilibre, forme d'harmonie, si c'est possible, entre l'ensemble des acteurs économiques, puisse contribuer à l'objectif final de la prospérité pour tous. Cette vision élargie de l'entreprise que je défends dans le livre, elle se propose de ne pas attendre que les contraintes viennent de l'extérieur, mais que les entreprises elles-mêmes, les responsables d'entreprise, ne perdent pas de vue leur intérêt et cherchent à ne pas oublier l'intérêt de tous ceux qui s'engagent avec eux. Et donc, on pourrait tout ça l'imposer de l'extérieur. Bon. C'est bien mieux de le faire soi-même et de s'en saisir soi-même si on veut effectivement bâtir les solidarités dont André Comte-Sponville parlait entre l'ensemble de ces parties prenantes, solidarités qui sont bien sûr dans l'espace, mais également dans le temps, hein, puisque une entreprise doit aussi s'occuper ou servir les générations qui vont venir prendre le relais. Et les grandes entreprises qui ont connu 6 ou 7 générations savent bien qu'une entreprise, pour grandir, a besoin de transcender les générations et donc s'occuper de celles qui vont venir et aussi. Et donc, parfois, il n'est pas nécessaire d'attendre seulement les contraintes de l'extérieur. Elles peuvent elles-mêmes juger important de faire les arbitrages nécessaires entre ces différents intérêts. Mais de l'extérieur, ce n'est pas de la moralisation, c'est de l'efficacité aussi, une efficacité collective qui fait que, effectivement, le monde politique doit cadrer pour chercher la meilleure résultante, la résultante la plus optimale dans l'ensemble des actions des acteurs économiques. C'est ça qu'on appelle le fait qu'une entreprise soit aussi un objet politique. Merci beaucoup. Quels sont les outils? Quel tri faites-vous dans la loi Pacte? Premier point, vous dites la raison d'être, c'est central. Mais attention, il faut en faire un opérateur critique. Je crois qu'on a tous entendu des raisons d'être du genre « nous voulons satisfaire nos clients avec des employés merveilleux », etc. Non, vous voulez une raison d'être qui soit une vraie raison d'être. Opérateur critique, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout d'abord, la raison d'être d'une entreprise, ce n'est pas l'expression d'une essence transcendantale. Il n'y a pas de transcendance avec une entreprise. Une raison d'être, ça doit être une boussole pour l'entreprise et ceux qui y participent. Une boussole pour ne pas perdre le nord et perdre le cap. Et en gros, pour moi, une raison d'être, ça doit être une expression qui explique pourquoi l'entreprise est utile, comment elle est utile et à qui elle est utile. Au moins ces 3 choses-là. Ça ne peut pas donc se résumer à 7 mots. Il y a presque toutes les entreprises du CAC 40 ont publié des raisons d'être.
ça va de 400 mots pour celle de Veolia à 7 mots pour certaines. Bon. Vous en faites un récit, vous en faites une page entière. Une raison d'être, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un motto. C'est effectivement un outil pour agir, ce que j'appelle un opérateur critique. Et c'est une perte de corde de rappel, une perte de boussole pour éviter de perdre le nord. Et notamment, le nord, c'est à qui on est utile et comment on l'est. C'est en ça que c'est ce concept. D'abord, dans raison d'être, il y a raison. Hein, donc on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans la transcendance. Hein, on reste sur Terre, même s'il y a être. Et donc, c'est un outil permettant de garder le Nord et une forme de texte de référence où chacun des acteurs, ceux qui s'engagent avec l'entreprise, de nouveau, et pas seulement ceux qui y travaillent, peut y faire appel pour rechercher l'intérêt qu'elle peut trouver à s'engager dans cette entreprise ou rectifier son action pour que cet intérêt soit toujours présent et que le collectif que constitue l'entreprise soit toujours vivant et utile. Et donc c'est un outil, oui, permettant l'action. Ce qui veut dire des plans d'action, des mesures. Oui, et donc du coup, dès lors que, quand on dit de à qui est utile l'entreprise, on parle de performance vis-à-vis de tout cela, performance plurielle, et ça suppose effectivement d'apporter la preuve que l'entreprise est utile à tous ceux qui s'engagent avec elle. Et aujourd'hui, dans ce bas monde, même si la gouvernance des membres a bien des défauts, apporter la preuve, ça veut dire souvent mesurer. Se donner des objectifs de progrès, mesurer ensuite pour vérifier si le progrès est réalisé ou pas. Et effectivement, ceci s'appelle les indicateurs de performance pluriels dans différentes directions, économiques, financières, sociales, sociétales, environnementales, et j'en passe. Et donc, effectivement, un jeu d'indicateurs de performance multiples dans les différentes dimensions de l'entreprise, publiés régulièrement, mesurés avec des objectifs de progrès continu dans le futur, me paraît être le bon moyen de ne pas perdre le nord quand on est une entreprise. Ce qui frappe, c'est que sur le site de Veolia, vous expliquez très clairement quelles ont été vos étapes de construction de cette raison d'être. C'est très professionnel, on prend le temps d'associer beaucoup de personnes. Et dès le début, on crée un comité de Critical Friends, qui sont des personnalités, des experts indépendants, qui est sollicité. Je trouve que ça ressemble furieusement au comité finalement de contrôle de l'entreprise à mission. Vous êtes à un doigt de l'entreprise à mission, mais sauf erreur de ma part, vous ne sautez pas complètement le pas. Non, je ne saute pas le pas. D'abord parce que, vous le savez, dans une société de mission, le comité de mission prend des décisions qui s'imposent à l'entreprise, également à son conseil d'administration. Et donc, dans une société de mission, vous avez deux collectifs, le conseil d'administration et le comité de mission. Il n'est pas impossible qu'il y ait un jour des conflits entre les deux. Et il me semble que un conseil d'administration bien pensé doit être celui qui garantit la performance plurielle de l'entreprise. Et donc, c'est à lui, ce conseil d'administration, pas seulement de représenter les intérêts des actionnaires, mais représenter les intérêts de tous les autres parties prenantes. Bon. Et donc, je pense qu'il y a un risque avec deux comités, éventuellement de contradictions entre eux. Et je pense préférable que le conseil d'administration, dans sa composition, reflète la pluralité de ceux que nous servons. Et qu'on n'est pas seulement des représentants des actionnaires, mais des représentants des autres. Et je peux vous dire, j'ai connu Veolia, vous l'avez rappelé, j'ai dirigé Veolia dès début des années 2010, où j'ai connu des périodes difficiles à cette époque. Difficiles parce que la clientèle, à l'époque essentiellement constituée d'entités publiques de Veolia, contestait, notamment en France, la légitimité de son métier. La gestion de l'eau, le privé n'avait peut-être pas grand-chose à y faire. D'où le retour des régies, etc. Si j'avais eu, au sein de mon conseil d'administration, quelqu'un qui aurait pu refléter ce qu'en attendaient les collectivités publiques ou les élus, un élu retraité, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Bon. Je suis persuadé qu'on aurait pu influer sur l'action de l'entreprise plus tôt afin de lui
éviter au moins une partie des déboires qu'elle a connus par aveuglement pendant les années qui précédaient. Et je pense qu'un conseil d'administration pluriel permet de faire partager avec les autres, non pas représentants, mais ceux qui portent la sensibilité des différentes parties prenantes, d'échanger et de construire le compromis ou le consensus. Ce réseau de solidarité qui suppose nécessairement des arbitrages plus solides et plus performants. C'est la question des arbitrages. Donc un comité d'experts, oui, un comité de contrôle, non, si je résume brièvement. Hein. Oui, alors mon comité des contrôle Friends, qui existait bien avant notre raison d'être, il a vocation consultative. Cela dit, le conseil d'administration désormais souhaite chaque année l'entendre pour comprendre ses réactions et ce qu'il a à proposer pour affiner la conduite de l'entreprise. Un mot sur le rapprochement avec Suez. Vous savez, on vous l'a dit à l'avance, que vous n'échapperez pas à cette séquence. Finalement, si on regarde la raison business, il y a des géants chinois qui sont en train de se constituer. Quel est le pôle européen d'une taille suffisante? Deuxième chose, j'ai des tableaux magnifiques là, de complémentarité entre Suez et Veolia. Et on voit bien sur l'eau usée, le plastique, etc., les déchets dangereux, le méthane, on voit bien qu'il y a complémentarité. Tout ça, ça fait des bonnes raisons. Et pourtant, il y a cette difficulté. Vous allez vers finalement un rapprochement amical après avoir racheté la part de Engie dans Suez et en disant on fait une sorte d'OPA amicale, etc. Là, ça ne se passe pas si bien que ça. Donc moi, je suis surpris parce que je me dis il y a un Veolia magnifique, un Veolia qui donne envie, un Veolia qui a sa raison d'être, et puis il y a des gens de Suez ou des gens chez Suez, et je nommerai personne, mais qui n'ont pas l'air d'en vouloir de ce Veolia magnifique et de devenir ce grand super Veolia. Donc que se passe-t-il là? Oui, alors je vais d'abord répondre à cette question, mais je répondrai à celle que vous ne vous avez pas posée, à savoir comment on peut rendre compatible une vision élargie de l'entreprise, une raison d'être, et une pareille action de méchanceté qui est une OPA. Bon. Je réponds d'abord à la première question. Il y a 80 000 salariés chez Suez. Il y en avait, allez, une bonne dizaine hostiles au projet. Une immense majorité indifférente, me semble-t-il. Et puis, il y avait une minorité qui était plutôt favorable à ce projet. Bon. Mais c'est celle qui dirigeait qui a imposé le ton au début. Bon. Je peux vous dire que maintenant que le rapprochement s'approche et se finalisera dans quelques semaines, nous avons beaucoup de contacts avec les salariés qui vont nous rejoindre. Vous savez qu'il y aura d'ailleurs deux Suez. Hein. Il y a ceux qui vont nous rejoindre et puis il y aura un nouveau Suez. Alors, ceux qui vont nous rejoindre, nous avons beaucoup de contacts et l'ensemble du rapprochement et de l'intégration se prépare. Je peux vous dire qu'ils sont plutôt impatients d'y arriver et plutôt contents de ce rapprochement, parce qu'il fait sens, ce rapprochement. Et j'en viens donc à ma deuxième question. Une OPA, c'est un outil technique. Il peut être puissant, mais c'est un outil technique, et comme tout outil, on peut faire de mauvaises choses ou de bonnes choses avec un outil. Et la chose qu'on a voulu faire dans ce rapprochement, c'est effectivement mettre en œuvre cette raison d'être. Parce que c'est pas parce qu'une entreprise est utile qu'elle doit être faible, qu'elle doit être lente, qu'elle doit être impuissante. D'ailleurs, la raison d'être, et tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'efficacité, c'est pour que l'entreprise soit puissante, pour être épaulée par ses parties prenantes, pour être soutenue. Elle a besoin d'allier l'entreprise, notamment quand elle connaît des difficultés. Bon. Et donc, une raison d'être, et cette vision élargie de l'entreprise, elle est tout à fait compatible avec le fait de mener des actions qui vont dans le sens de cette raison d'être. Bon. Je rappelle, alors du coup, pour aller dans ce sens-là, que Suez a été mise en vente par son actionnaire. Bon. Quand on est mis en vente, il y a de fortes chances qu'on soit racheté. Il y avait d'ailleurs des gens qui se sont proposés de racheter Suez. Il n'y avait qu'une entreprise française, c'était Veolia. Les autres n'étaient pas françaises. Bon. Elles sont connues, les autres. Donc c'était ou Veolia et Suez restaient français, ou les autres candidats chinois, sans doute qui auraient payé le plus, américains ou allemands. Bon. Donc la première chose. Donc déjà, rien que pour notre pays, moi qui suis patriote, je vais dire, je pense que le fait que Suez reste français est une chose importante. Bon. Et puis bien évidemment, le fait de faire masse.
à un moment où l'urgence écologique n'a jamais été aussi grande, et donc où nos clients, que ce soit les collectivités publiques ou les industriels, puisque maintenant ils se partagent à peu près à parité, que nos clients souhaitent réussir leur propre transformation écologique, le fait qu'on mette ensemble nos moyens humains, nos moyens d'innovation, nos moyens financiers, que donc on augmente notre taille, nous permettra d'aller plus vite et de couvrir plus largement, géographiquement, cette clientèle pour lui permettre de réussir sa transformation écologique. Et donc, ça est tout à fait dans la raison d'être de Veolia que ce rapprochement. Mais en même temps, nous sommes ici dans un parterre de DRH, Antoine Frérot, nous sommes entre nous, et merci aux blogueurs éventuels d'éviter de jouer un rôle qui serait néfaste à tous, mais il y a quand même quelques emplois en trop, non, quand on rapproche deux entreprises. Il y a peut-être des organisations syndicales qui ne sont pas si contentes que ça. Il y a peut-être quand même quelques rugosités dans la chose, là, non? Alors, il se trouve que le passé, l'histoire avait bien fait les choses. En dehors de France, il y a très peu de recouvrement entre ces deux entreprises. Et là où Veolia est puissant et fort, bien développé, le Suède ne l'est pas, et vice-versa. Donc, par exemple, Veolia n'est pas en Europe du Sud, n'est pas en Suède, en Espagne. Suède y est beaucoup. Aux États-Unis, Suez est dans l'eau, Veolia dans les déchets, dans la propreté. Veolia est très forte en Europe centrale, ce n'est pas le cas de Suez. Bref, il y a très peu de chevauchements hors de France. Donc, il n'y a pas ce problème de trop de gens. J'ajoute que nos métiers sont en forte croissance, en fort développement. Et tant l'une que l'autre embauchent dans pratiquement toutes les géographies. J'ai l'habitude de rappeler qu'encore en ce moment, Veolia cherche 1000 personnes en France pour ses activités, alors que ce n'est pas le pays où nous développons le plus. Bon. Et comme en France, il y avait ce chevauchement, c'est pourquoi le nouveau Suez va rassembler essentiellement les activités françaises, et donc aura besoin pour travailler de tous ces moyens humains, et donc il n'y aura pas de licenciement. Et c'est pour ça qu'on a pu garantir qu'il n'y aurait pas de licenciement, parce qu'il n'y a pas de chevauchement. En revanche, il y a des synergies opérationnelles, toute une série de synergies, mais pas de synergie de coûts salariaux. Dernière question avant d'ouvrir à la salle pour vous. Nous sommes à nouveau, j'insiste là-dessus, entre DRH. Donc, si on met vraiment en œuvre le nouveau récit, la nouvelle voie, telle que vous la préconisez et vous la proposez, est-ce qu'il faut faire bouger les rémunérations des dirigeants? C'est quand même un sujet clé. Est-ce qu'il faut faire évoluer les rémunérations des cadres dirigeants avec les variables, les stocks options, les actions gratuites, etc. Et quelles pourraient être les conséquences finalement autres? Parce que si on s'intéresse beaucoup plus à l'environnement, etc., est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des actions massives de reconversion, de nouveaux métiers? Voilà, le bilan RH tel que vous le voyez en tant que président. Je pense que cette nouvelle vision de l'entreprise, elle a surtout comme conséquence de légitimer différemment les rémunérations des cadres ou des dirigeants. Parce qu'une rémunération, normalement, ça s'assoit sur une performance. Lorsque la performance est purement financière, eh bien, les rémunérations sont assises et calculées en fonction des performances financières en général. Bon. Et si ce n'est pas le cas, ça pose un problème. Lorsque la performance est plurielle, eh bien, les rémunérations doivent être également assises sur ces différents éléments de performance. Et donc, pour la fonction RH que vous représentez, dès lors que la performance sociale vis-à-vis des salariés est un élément important de la performance d'une entreprise, que donc pour apporter la preuve que l'entreprise s'occupe de ses salariés, elle aura défini des critères de performance. Beaucoup sont possibles. Qu'elle se sera donné des objectifs de progrès sur ces critères sociaux, comme pour les autres. Eh bien, les rémunérations des dirigeants doivent être aussi en partie assises sur l'atteinte ou la non-atteinte de ces progrès qu'il faudra avoir jugés comme suffisants lorsque les objectifs de progrès sont publiés, et la rémunération devra être liée à leur atteinte. C'est donc pas tant un problème de montant, c'est un problème de est-ce que c'est mérité ou pas. Et ça ne peut être mérité que si, effectivement, les performances sont au rendez-vous. Et comme les performances maintenant sont
multiples, eh bien, il faudra prendre en compte cette multiplicité de performances. C'est ce que nous faisons chez Veolia, puisque nous avons un jeu de 19 indicateurs de performance, dont 4 sont économiques et financiers, 15 ne le sont pas, et que la rémunération des cadres est assise et calculée, la rémunération variable, j'entends, hein, est assise et calculée, qu'elle soit de court terme ou long terme, sur l'atteinte de ces différentes performances, avec une partie pour la finance, une partie pour le social, une partie pour l'environnemental, le sociétal, le commercial également. Merci beaucoup. André Comte-Sponville voulait réagir aux derniers propos d'Antoine Frérot. Oui, mais pas seulement au propos d'Antoine Frérot, au thème général, c'est-à-dire la question des parties prenantes. Les actionnaires, les clients, les salariés, les fournisseurs. Ces parties prenantes ne sont pas sur le même plan. J'entends par là que les parties prenantes, ça n'abolit pas le capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi? C'est 3 choses. Propriété privée des moyens de production et d'échange, liberté du marché et salariat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, partie prenante ou pas, appartient à ceux qui la possèdent, c'est-à-dire aux actionnaires. Attention, au secours. Attention de ne pas diluer cette vérité harde du capitalisme. Alors là, je ne peux pas ne pas intervenir, excusez-moi. Oui, mais vous interviendrez après. Après, je vous redonne la parole tout de suite. Les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Ils sont propriétaires des actions de l'entreprise. C'est pas pareil. D'ailleurs, s'ils étaient propriétaires de l'entreprise, ils pourraient se barrer avec les machines. Et vous savez bien que ça s'appelle de l'abus bien social. Les actionnaires sont propriétaires des actions. Et pour différentes raisons, ils ont des privilèges liés à ces actions. Mais ils ne possèdent pas l'entreprise. Personne ne possède cette personne morale. C'est la différence entre société et entreprise. Oui, mais enfin bon, on va pas jouer sur les mots. Toujours est-il que les 4 parties prenantes n'ont pas le même pouvoir sur l'entreprise. Certes, oui. D'ailleurs, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. C'est pas les clients qui nomment le PDG. En gros, c'est le conseil d'administration dans lequel les salariés sont représentés. Ils pourraient l'être plus, j'en serais content. Mais voyez, malgré tout, n'abolissons pas cette vérité du capitalisme qui est la propriété privée des moyens de production et d'échange. On aurait d'autant plus tort de l'abolir que, 1, il n'y a pas à en avoir honte. La propriété privée, ce n'est pas une faute morale, que je sache. 2, c'est le système qui s'est avéré de très loin le plus efficace. Mais du même coup, voilà, ne faisons pas comme si on avait inventé une 3e voie qui nous ferait sortir du capitalisme. Ce n'est pas vrai. Deuxième chose, sur la responsabilité de l'entreprise. Moi, je compte beaucoup sur les entreprises, spécialement en matière de développement durable. Beaucoup plus que sur vous et sur moi. Parce qu'au fond, la proportion de bains et de douches que vous prenez depuis 20 ans, est-ce que ça a vraiment beaucoup bougé? Vous savez tous que les douches, c'est beaucoup mieux pour l'environnement que les bains. Est-ce que vous prenez davantage de douches et moins de bains qu'il y a 20 ans? J'en suis pas sûr. Mais bon, encore là, c'est un point de détail. Mais vous savez tous que votre résidence secondaire a un bilan carbone désastreux. Même si elle est bien isolée, ce qui est un bilan désastreux, c'est d'avoir une résidence secondaire. Je précise que j'en ai une, évidemment. Lequel d'entre nous est prêt à renoncer à sa résidence secondaire parce que le bilan carbone est désastreux? En gros, aucun. Et donc, ça veut dire que les consommateurs que nous sommes, les individus que nous sommes, auront peu d'efficience sur le développement durable en raison même de ce que nous sommes, à savoir des individus plutôt égoïstes que désintéressés et vertueux. Et puis nous sommes très difficiles à contrôler. On ne va pas mettre un policier dans votre salle de bain pour savoir si vous prenez un bain ou une douche. Alors que l'entreprise, 1, elle est bien plus facile à contrôler que vous et moi comme individus. 2, mais surtout, l'entreprise, elle est faite de professionnels. Alors que dans notre vie, nous sommes tous des amateurs par définition. Ça veut dire que les entreprises progressent beaucoup plus que vous et moi. Par exemple, ni vous ni moi, en gros, nous nous conduisons beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Mais nos entreprises polluent beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Et donc, on a besoin d'entreprises performantes, y compris pour sauver la planète. Sauf que du même coup, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance aveuglément aux actionnaires pour aller dans ce sens-là. Non pas qu'ils se foutent du sort de la planète, c'est pas vrai. Ils ont des enfants comme vous, comme moi, ils attachent plus d'importance au fond à leurs enfants qu'à la question purement financière. Mais enfin, ça ne suffira pas. Et donc, on a besoin aussi de politique. Et donc, on a besoin de nous en tant que citoyens. Je vous raconte une anecdote personnelle.
Alors pour que vous... La République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, m'a humilié 3 fois. Je vous raconte l'anecdote. Alors pour que vous compreniez l'anecdote, il faut que vous sachiez, donc je suis philosophe, je suis père de famille, je ne m'intéresse pas à l'automobile et je n'aime pas du tout la vitesse. Ça veut dire que sur autoroute, je roulais rarement au-dessus de 140. Alors, je sais bien que c'était limité à 130, mais enfin bon, non, 140, c'était un peu la règle. Bon. Mais c'était plutôt rare. 150, c'était quasiment exceptionnel. Vous voyez, il fallait vraiment que je sois très très pressé. 160 km/h, bon, ça m'est arrivé quelques fois, mais pour de très bonnes raisons. Et j'avais beau relire les plus grands philosophes du monde, le compteur restait 140, 150. J'avais beau aimer passionnément mes enfants, le compteur restait à 140, 150. J'avais beau ne pas aimer la vitesse, le compteur restait à 140, 150. Toute la philosophie du monde, toute la morale du monde, tout l'amour que j'ai pour mes enfants n'y changeait rien. 3 petits radars, 3 petits PV, 3 petits points en moins sur mon permis ont été plus efficaces pour me faire lever le pied que la lecture des plus grands philosophes du monde, que la morale ou que l'amour que j'ai pour mes enfants. Merci, Monsieur Sarkozy, pour la leçon. Et ça vaut aussi pour les actionnaires, parce qu'on est tous pareils. Et donc, nous avons besoin de politique. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Donc, mes 2 réserves ou les 2 distances par rapport à ce qu'a dit Antoine Frérot, c'est 1, n'oublions pas les actionnaires. Ne faisons pas comme si les actionnaires étaient sur le même plan que les clients, les salariés ou les fournisseurs. Ce n'est pas vrai. 2, et surtout, n'oublions pas la politique. Nous avons besoin d'agir ensemble. Ça passera par un certain nombre de contraintes. C'est déjà le cas pour les entreprises. Alors, Antoine Frérot a raison de dire que mieux vaut prendre les devants. Et mieux vaut qu'une entreprise se donne elle-même des contraintes avec les moyens de vérifier, d'évaluer, etc. Là, je suis parfaitement d'accord là-dessus. N'espérons pas que ça va suffire. Et donc, n'oublions pas, au nom de l'entreprise, ni notre responsabilité morale d'individu. Un DRH est aussi un individu. Et n'oublions pas, au nom de l'entreprise, notre responsabilité collective de citoyens. Antoine Frérot, un dernier mot pour les DRH, qui sont des individus. Un dernier mot peut-être concernant les politiques de ressources humaines, effectivement. Bon, je pense que le débat de la présence au travail entre aliénation d'un côté, épanouissement de l'autre, on commence à être un peu derrière nous. Mais je voudrais vous signaler, je pense, une question que nous n'avons pas encore résolue et qui va se poser de plus en plus dans l'avenir, c'est la qualité du lien de subordination des employés dans l'entreprise par rapport à la direction. Bon. Aujourd'hui, si on trouve beaucoup de gens qui contestent l'entreprise, sans bien réfléchir pourquoi ils ne l'aiment pas et pourquoi ils n'aiment pas ce système de capitalisme, sans qu'il soit particulièrement pervers, c'est ce lien de subordination qui, effectivement, les gêne énormément. Et nous aurons un problème avec cette idée, et je ne vois pas de solution aujourd'hui, pour tout vous dire. Je n'imagine pas qu'une entreprise puisse être une démocratie où les salariés ou une anarchie. Mais ce lien de subordination, il va falloir sans doute en partie le réinventer dans les 20 ans qui viennent pour que les gens qui se mettent au service d'une entreprise ne se sentent pas diminués de devoir obéir à des ordres. Bon. Je pense que c'est sans doute la prochaine frontière de l'entreprise qui est devant nous pour que le fait d'y travailler, finalement, intéresse, attire et épanouisse ceux qui viennent y travailler. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos 2 intervenants. Nous allons ouvrir aux questions. Un petit message tout de même pour Anne-Sophie Moreau qui nous a rejoint il y a quelques minutes et qui a eu un énorme problème de déplacement. Et donc, je pense qu'elle a peut-être même franchi quelques radars. Non, vous n'avez pas eu de PV, ça va ? Ah non, malheureusement, c'est interdit formellement. Donc, comme on respecte le cadre légal, comme les entreprises, les taxis sont très prudents. Donc, voilà. Donc, Mais bravo pour cette modération et ce dialogue. Anne-Sophie, nous avions préparé ensemble. Donc, de tout ce qui a été fait, c'est notre travail commun. Et je crois qu'il y a un certain nombre de questions que je n'ai pas posées. Est-ce que peut-être vous souhaitez ouvrir la première question ?
Oui, volontiers. Alors, je vous remercie pour ce dialogue passionnant. Vous avez déjà évoqué énormément de questions intéressantes. Moi, j'ai une question qui porte plus précisément sur l'entreprise politique et l'engagement politique des entreprises. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé des questions environnementales, par exemple, sur lesquelles, entre guillemets, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Tout le monde, le consommateur, le salarié, l'entreprise, tout le monde aimerait en faire plus pour l'environnement. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on est aussi dans un contexte politique de plus en plus polarisé, avec des questions, avec une pression qui s'exerce sur les entreprises, sur des questions sociétales dont jusqu'ici on n'aurait pas pensé qu'elles pourraient concerner l'entreprise. Je m'explique, je pense notamment à l'engagement politique des entreprises lors de l'ère Trump. On a vu aux États-Unis beaucoup d'entreprises s'engager explicitement contre le président, pour des mouvements comme Black Lives Matter. Cette pression vient des consommateurs, d'une part, qui demandent aux entreprises de s'engager vraiment sur certains sujets. En France, par exemple, ça a été aussi le fait que des entreprises, sous la pression des consommateurs, renoncent à financer des publicités avant l'émission d'Éric Zemmour à l'époque. Mais on a aussi une pression des salariés en interne sur des questions sociétales, comme par exemple la discrimination, la diversité, tout un tas de questions sur lesquelles on demande aussi à l'entreprise de s'engager au-delà de l'obligation légale. On demande de faire de la discrimination positive, je sais pas, de donner un congé paternité aux femmes, ou encore à ce que les entreprises mettent en place des nouveaux éléments de langage, comme l'emploi des pronoms pour intégrer les personnes trans, ou j'en passe. Ou en un mot, on pourrait parler de la nouvelle mode de l'entreprise woke, entre guillemets. Est-ce que vous pensez, c'est une question à vous deux, mais peut-être à André Consponville en premier, qu'est-ce que vous pensez de cette pression à un mélange de désordre entre le politique et l'entreprise, et Antoine Frérot, est-ce que l'entreprise peut rester neutre dans un contexte de polarisation politique extrême et renouvelée? Merci. Alors, d'abord, dès lors qu'il s'agit d'aller au-delà de l'obligation légale, c'est l'exemple que vous avez repris, ça ne relève pas par définition de l'État, ça relève par définition de l'entreprise. Et donc c'est aux entreprises de décider ce qu'elles veulent faire, par exemple en matière de lutte contre les discriminations. Attention, quand vous parlez d'engagement politique de l'entreprise, évidemment il ne s'agit pas que l'entreprise soit de droite ou de gauche, parce que là... ça serait très désagréable pour ceux des salariés qui ne seraient pas du même côté que le côté qu'aurait choisi l'entreprise. Et donc, moi, j'appellerais à beaucoup de prudence et de modestie. J'ai le sentiment qu'une entreprise n'a pas à donner des leçons de morale aux individus, n'a pas à donner des leçons de politique aux citoyens. En revanche, il y a des choses qu'elle peut refuser. Voilà, je dis souvent ça aux chefs d'entreprise. Par exemple, la morale ne vous dira jamais ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut délocaliser ou pas? Est-ce qu'il faut embaucher tel individu ou tel autre? Faire une OPA ou pas? La morale ne vous dira jamais ce qu'il faut faire. Mais il arrivera que la morale vous dise non. Pas ça, pas toi. Et ça, c'est la responsabilité morale, par exemple, d'Antoine Frérot. Ce n'est pas la morale qui lui dit s'il faut faire une OPA ou pas, mais il y a peut-être certaines choses qu'il aurait bien aimé faire, puis il dit non, ça, je ne peux pas. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est un peu pareil en matière de responsabilité sociétale. L'entreprise n'est pas là pour donner des leçons de morale, de politique ou de respect des droits de l'homme aux individus, mais il y a un certain nombre de choses qu'elle doit refuser. Par exemple, la discrimination. Qu'elle soit ethnique, sexuelle ou autre. Voilà, il y a des choses que l'entreprise doit se refuser à elle-même, y compris parfois au-delà des obligations légales, en effet. Ça relève de la responsabilité de l'entreprise. Mais de grâce, n'allons pas trop loin, et notamment, surtout pas jusqu'au spectre de l'entreprise woke. J'ai horreur du wokisme, et je ne voudrais surtout pas que nos entreprises tombent dans ce travers-là. Et donc, voilà, moi, je parlerais volontiers d'une neutralité politique globale de l'entreprise, qui n'empêche pas que sur tel ou tel problème, tel ou tel front, elle s'impose à elle-même un certain nombre de limites qui, en effet, peuvent parfois aller au-delà des obligations légales.
Oui, et puis tout à l'heure, André Comte-Sponville a posé le cadre conceptuel pour répondre à votre question, madame. Aux États-Unis, ce n'étaient pas les entreprises qui étaient élevées contre Trump, ce sont des chefs d'entreprise, des personnes. Les entreprises ne sont pas des citoyens, ce sont les dirigeants de l'entreprise. Et ce sont des chefs d'entreprise qui s'étaient élevés contre Trump. Et donc, effectivement, je pense qu'il ne faut pas confondre le politique, le niveau politique et le niveau économique. Bon. Et je penserais même assez dangereux que parce qu'elles peuvent être puissantes, les entreprises se mêlent de faire de la politique, de vouloir faire de la politique. Je pense que c'est vraiment pas leur intérêt. En revanche, quand on évoque la mixité ou même la diversité, c'est pas une question de morale ou une question de politique. C'est une question d'efficacité encore. Si Veolia s'est donné une politique de mixité dans des métiers qui sont historiquement masculins, au moins en Occident, ce qui n'est pas le cas en Asie, mais c'est le cas en Occident, c'est plus pour des problèmes d'efficacité que de problèmes politiques. Parce que notre clientèle, nous servons dans nos services essentiels, notamment pour les collectivités publiques, une clientèle totalement paritaire, par construction. Bon. Et le fait qu'avoir dans l'entreprise cette parité reflétée, nous pensons que ceci nous permettra de faire mieux notre travail, de mieux comprendre ce qu'attendent nos clients et donc de mieux adapter nos services. Bon. C'est une question d'efficacité. Et puis sinon, il y a des questions de réglementation sur la discrimination. Et donc je pense que c'est ni politique ni moral, mais là aussi c'est légal, respecter la loi. Parce qu'on peut ne pas apprécier toutes les lois. Et moi-même, je n'apprécie pas forcément toutes les lois, mais je m'efforce de les respecter. Ou bien parce que c'est efficace, parce qu'on fonctionne mieux et qu'on est plus utile. Et donc, on sera plus prospère parce qu'on est plus utile. Merci beaucoup. On peut faire circuler un micro dans la salle pour que celles et ceux d'entre vous qui souhaitent intervenir le fassent. Madame, allez-y sans micro et puis on relaie après derrière. Moi, je peux relayer la question. Oui, bonjour. Une question plutôt pour le philosophe, mais peut-être que le chef d'entreprise répondra également. Je suis en doctorat de théologie, donc pour vous dire que ça décline, mais vous savez, dans ce domaine-là, des fois, il y a des résurrections qui sont possibles. Du coup, si l'entreprise peut être utile, vous l'avez dit, si l'entreprise peut être capable de solidarité entre les parties prenantes, si elle fait reculer la pauvreté, vous avez donné de nombreux exemples. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi vous dites que ça n'a rien à voir avec la morale. Est-ce que la morale, ce n'est pas ce qui permet plus de bien, de beau, de vrai, de vie et là, ce que vous avez dit, si ça fait reculer de la pauvreté, si c'est plus utile aux gens, s'il y a plus de solidarité, ça produit les effets sont bénéfiques. Merci. Donc est-ce que la morale, c'est pas ça et pourquoi opposer intérêt et morale? Merci, madame. On prend une deuxième question. Non, messieurs vont répondre. Après, je vais oublier, moi. Ah bon? Alors, d'accord. Pourquoi opposer intérêt et morale? Mais parce qu'une action est morale si elle est désintéressée. Voilà. Vous trouvez un portefeuille dans la rue, il y a le nom, il y a l'adresse du propriétaire. Votre devoir, c'est de rendre le portefeuille à son propriétaire. Mais vous regardez, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans, mais le propriétaire est très riche. C'est Antoine Frérot. Alors vous dites, tiens, je vais aller lui rendre, avec un peu de chance, j'aurai une récompense plus importante que les 50 € qu'il a dans son portefeuille. Vous agissez conformément au devoir. Votre devoir, c'est de rendre le portefeuille. Vous le rendez. Mais votre action n'a aucune valeur morale puisqu'elle est accomplie par intérêt. Et donc, c'est tout bêtement l'idée que la valeur morale d'une action est liée à son désintéressement. Deuxième idée, si vous comptez sur la morale pour créer de la richesse, si vous comptez sur la morale pour conquérir des parts de marché, si vous comptez sur la morale pour assurer la pérennité de l'entreprise, vous avez de gros soucis à vous faire. Troisièmement, un exemple, vous êtes DRH, vous devez embaucher un salarié. Vous allez embaucher celui qui a le plus besoin du poste ou celui dont l'entreprise a le plus besoin. Il y en a évidemment, il est au chômage depuis 3 ans. Alors il s'est mis à boire, donc du coup sa femme l'a mis dehors, il dort dans sa voiture, ça serait génial moralement de l'embaucher lui. Oui, mais enfin c'est un alcoolique dépressif.
Alors qu'il y a un jeune gars, une jeune fille qui sort de Centrale, 25 ans, dynamique, créatif. Vous prenez celui dont l'entreprise a le plus besoin. Et vous avez raison, parce que c'est l'intérêt de l'entreprise. L'entreprise vous paye pour défendre ses intérêts. Ça ne vous empêche pas d'inviter celui qui est au chômage depuis 3 ans au restaurant, de lui proposer de l'héberger chez vous pendant quelques semaines, le temps qu'il puisse se redresser. Mais vous ne le ferez pas, bien sûr. Et donc, il faut arrêter de demander à nos entreprises de faire ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas. Voyez. Donc voilà, l'entreprise, de ce point de vue, défend ses intérêts. Je suis parfaitement, de ce point de vue, d'accord avec Antoine Frérot. Mais dès lors que c'est ses intérêts, ça ne peut pas relever de la morale. Merci beaucoup. Deuxième question, allez-y. Donc, Lionel Prudhomme, j'ai une question sur... vous avez cité la générosité tout à l'heure, et en fait, vous disiez, si on attend de la générosité des clients, des fournisseurs, etc., on est mort. Et alors, je reviens sur l'application de ce début de phrase aux salariés. Si on attend de la générosité des salariés, on est mort. En fait, on a vu des entreprises qui, par défaut de leadership, tenaient et perduraient grâce à la générosité de leurs salariés. On voit la fierté d'appartenance des salariés, on voit un certain nombre de liens affectifs qui touchent l'individu et sa relation avec l'entreprise. Et quand vous parlez, Antoine Frérot, du lien de subordination, on voit que la relation de l'individu à l'entreprise dépasse souvent cette question du lien de subordination par des liens affectifs, par des liens plus profonds en fait. Donc la question c'est, est-ce que la vitesse pour aller à la mort est la même pour toutes les parties prenantes que pour celle des salariés? Vous voyez ce que je veux dire? Un petit mot, puis je vous compléterai. D'abord, je partage tout à fait ce que vient de dire André Comte-Pourville, la question précédente, à 100%. Alors, bien évidemment, il y a des liens affectifs entre des personnes et des collectifs, et entre des salariés et des entreprises. Mais affection, lien affectif, parfois même irrationnel, n'est pas équivalent à solidarité. N'est pas équivalent, pardon, à générosité. Ça peut être tout simplement solidarité, ou sentiment de se sentir soi-même solidaire vis-à-vis du collectif. Parce qu'on a... Et là aussi, il n'y a pas forcément besoin de raison pour se sentir un lien de solidarité. Et donc, je trouve que cette idée entre générosité et... Enfin, cette distinction entre générosité et solidarité me paraît assez pertinente, permettant d'ailleurs de répondre à la question de Madame tout à l'heure. Ce n'est pas par générosité que l'entreprise se dirige vers la diversité, par exemple. Ça peut être par solidarité, mais c'est aussi par efficacité. Et parce que l'efficacité d'une entreprise, c'est quand même la solidarité entre ceux qui s'engagent avec elle. Il suffit qu'il y en a un gros paquet qui se désengage pour que l'entreprise soit vraiment bancale. Bon. Donc, il n'y a pas de contradiction. On ne parle pas là de générosité ni de philanthropie. On parle de solidarité ou de ce que c'est qu'une entreprise, un nœud de relation et donc de solidarité entre ceux qui la constituent. Un nœud bien compris de relation. Merci beaucoup. J'ajouterais que la générosité, c'est la vertu du don désintéressé. Le salarié ne donne pas son travail, il le vend. C'est ce qu'on appelle le marché du travail. Et dès lors qu'on est en relation marchande, de grâce, ne parlons pas de morale. C'est comme pour la fidélité. Soyez fidèle à vos amis, soyez fidèle à votre conjoint. Vous n'avez aucun devoir de fidélité à votre boucher, à votre boulanger ou à votre employeur. On est sur le marché et donc il est normal d'aller là où nous mène notre intérêt. Si une autre boulangerie ouvre près de chez moi, que les croissants et le pain sont meilleurs que là où je vais depuis 20 ans, je change bien sûr de boulangerie. Et si ma boulangère me fait des leçons de morale, ça fait 20 ans que je vous vends du pain, vous me manquez de fidélité, c'est qu'elle n'a pas compris ce qu'est le marché. Alors, ça n'empêche pas, dans les rapports interindividuels, que tel salarié puisse rendre service à tel ou tel dirigeant ou à son entreprise. Mais le problème, ce n'est pas la générosité des salariés. En plus, on ne va pas demander aux salariés qui touchent le SMIC ou un SMIC et demi d'être généreux vis-à-vis de l'entreprise à un moment où ça devient indécent. Le problème, ce n'est pas de compter sur la générosité des salariés, c'est d'arriver à les motiver.
Alors si le manager n'arrive pas à motiver ses collaborateurs, c'est un mauvais manager, mais qu'il ne compte pas sur des leçons de morale requérant la générosité de ses collaborateurs pour pallier ses déficiences de manager. Réinventer le lien hiérarchique, c'est ce que vous évoquez. Ou Daniel Deruy, vous avez... ou réactiver des liens de désir aussi. Ou réactiver Daniel Deruy, vous avez une question. Oui, je voulais revenir sur le lien de subordination que vous avez évoqué, qui vous questionne beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas que le télétravail, justement, questionne ce lien de subordination? Et moi, qui suis une incorrigible optimiste, est-ce que le télétravail n'entraîne pas plus de responsabilités et donc referait un équilibre entre le lien de subordination et ce sens des responsabilités? Non, je ne suis pas sûr qu'il écorne ce télétravail fondamentalement les liens de subordination. Il a du succès parce qu'il simplifie beaucoup de choses d'un côté. Il n'écorne pas pour moi. Hein. Pardon ? Il n'écorne pas pour moi. Non, il n'écorne pas. Il apporte quelque chose d'autre. Bon, il simplifie la vie parce qu'on a tous des choses à faire dans la semaine qu'on ne peut pas faire quand on est au travail. Il me semble qu'il présente aussi un certain nombre de risques, qui me semble d'ailleurs excéder les bénéfices. Et donc, je vais peut-être en dire deux mots de mon point de vue. Tout d'abord, j'ai constaté que, au bout de plusieurs mois de télétravail à 100%, beaucoup de gens, la majorité d'entre eux, quelle que soit leur classe d'âge, n'en pouvaient plus. Ils voulaient revenir au travail. Ils voulaient revoir les copains, les collègues. Ils en avaient ras-le-bol d'être entre quatre yeux. Et ce n'était pas une question seulement de taille de logement. C'est qu'ils voulaient changer d'air et revenir. Ça, c'est la première chose. Et lorsque le troisième confinement est arrivé, et qu'ils étaient largement chez moi revenus au travail, il se trouve que le siège de Veolia est en face du siège de la Directe, en Ile-de-France. Et que, visiblement, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, ces gens-là, parce qu'ils comptaient les gens qui rentraient. Et Madame Borne m'a appelé en disant « j'ai un problème ». J'ai demandé que pas plus de 20% en présentiel, 80% en télétravail. Et les gens de la Directe ont compté chez toi plutôt 60-40 que 20-80. Et j'ai pas pu les faire repartir. Ils ne voulaient pas repartir 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine au télétravail parce qu'ils ne supportaient plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le télétravail, vous le savez bien, parce que la malice existe partout, c'est l'antichambre de la délocalisation des tâches qui étaient non délocalisables jusqu'à présent. Si on peut faire 80% de ces tâches à distance, malheureusement, on le fera à très grande distance et assez rapidement. Et je mets en garde des choses. D'abord parce que je pense que le travail n'est pas forcément fait de la même façon quand il est fait à distance, mais lorsqu'il sera complètement généralisé, on aura tout perdu. Donc, je ne pense pas que la question de la subordination ait beaucoup à voir avec cela. Moi, je pense que ce qu'il y a beaucoup plus à voir, c'est l'aspect, les aspects affectifs, les aspects non rationnels, voire parfois inconscients, les manifestations du désir ou des souhaits ont beaucoup plus à voir dans l'étude des liens de subordination que ce problème du télétravail. Ça rend service, donc pour beaucoup, il est possible d'en faire un ou 2 jours, mais vous verrez que l'immense majorité des gens, même ceux qui peuvent télétravailler 4 ou 5 jours par semaine, ne préfèrent pas le faire. Merci beaucoup, Antoine Frérot.